Et maintenant, pour la première séance plénière qui s'intitule « Mise en contexte, pourquoi le leadership canadien ?», j'aimerais inviter les conférenciers à se joindre à moi sur scène. Je vais vous les présenter en commençant par le modérateur du panel, Michael Messenger. So Michael Messenger is the president and CEO of World Vision, qui est le président et le PDG de World Vision Canada, qui est un organisme qui aide plus de 450 000 enfants surmonter des crises avec des revenus de 450 millions. Monsieur Messenger a parcouru le monde pour faire valoir cette cause. Kelly Lee est présidente de la Faculté des sciences de la santé à l'Université de Simon Fraser. Elle a une formation en économie et en administration publique. Elle se penche sur les impacts de la mondialisation, de même que le rôle de la santé dans les pays en développement. Elle a d'ailleurs publié 14 livres et plus de 160 documents. Caroline Leclerc est responsable de la mise sur pied des projets gouvernementaux afin d'atténuer les changements climatiques et c'est elle qui représente le gouvernement au niveau international au sein de plusieurs entreprises multilatérales. Elle espère que son expérience de concert avec ses partenaires pourront l'aider à faire avancer cette cause au niveau du développement international. Notre dernier conférencier, Dr. Peter Singer, a consacré une décennie à tenter de relever les défis en matière de santé dans les sociétés les moins nanties du monde. D'ailleurs, c'est lui qui s'est penché sur ces problèmes urgents. Il est le PDG d'une entreprise, Grand Challenges Canada. Il est professeur en médecine à l'Université de Toronto et il a fait partie de l'Académie des sciences de la santé. Mesdames et messieurs, voici votre panel. Good morning and welcome to our first. Bonjour et bienvenue à cette première séance. Je ne poserai des questions qu'en anglais, mais si vous voulez répondre en français ou contribuer en français, veuillez le faire, n'hésitez pas. Well, this is a really interesting panel. Ce panel est vraiment très intéressant pour lancer la discussion. Nous parlons ici d'un cadre de travail. En fait, nous sommes plus ou moins considérés comme des pilotes. D'ailleurs, mon collègue est pilote d'un phénomène qui n'a pas encore été inventé. Mais nous allons voyager dans le temps et considérer la contribution du Canada au niveau de la santé maternelle et de la santé des enfants. Le rôle le plus important que je jouerai aujourd'hui sera un rôle de pilote d'hélicoptère. Donc, nous allons nous élever à 10 000 pieds pour avoir un point de vue global. Et par l'intermédiaire de vos commentaires, nous allons aussi réduire notre altitude et mon objectif à la fin de cette séance, c'est que j'ai l'impression que vous vous sentirez frustré. Vous vous direz, nous ne sommes pas allés suffisamment en profondeur. Mais tout ceci donnera naissance à de nombreuses conversations qui auront lieu aujourd'hui et demain. Pour ce qui est du déroulement des discussions, si nous avons le temps, je crois que vous allez nous fixer des temps de parole. Donc, nous pourrons demander les commentaires de tous ceux qui sont présents dans la salle. Là, je viens déjà de prendre beaucoup de retard, mais je vais tenter de surveiller de près le temps de parole de mes coéquipiers parce que nous voulons que nos hélicoptères puissent atterrir un jour.
Vous avez entendu la biographie succincte de nos conférenciers. Quelquefois, nous mettons l'accent sur les réalisations de chacun. Et j'ai dit à mes collègues de partager devant vous ce qu'ils ressentent au plus profond de leur cœur. J'aimerais donc leur poser 2 questions. Pourquoi êtes-vous si enthousiaste de participer à cette conversation? Je commence par vous. Merci, c'est merveilleux d'être ici. Bonjour. Et ce qui m'enthousiasme, c'est que ça me rappelle mes années d'étudiante. J'étais en relations internationales et je voulais comprendre comment fonctionnait le monde. D'ailleurs, je me suis dirigée vers la santé parce que je me suis rendu compte que c'est de cette façon qu'on peut juger la politique d'un pays. Donc, pour améliorer la santé, il faut améliorer la politique et vice-versa. Ces rapports, donc, m'ont incité à me lancer dans cette voie. Carol. Bon matin tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Je suis plus fière que passionnée et qu'excitée. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une spécialiste en santé, mais dans mon travail, j'ai l'énorme plaisir de travailler avec les organisations canadiennes et de travailler à mobiliser les Canadiens. Et chaque jour, je vois, à travers nos projets, je vois votre expertise, votre excellence et tout ce que le Canada a à offrir, et tout particulièrement en santé. Donc, ça m'apporte énormément de fierté et de possibilités d'apprentissage. Et j'avoue que j'ai aussi eu un petit moment de fierté quand la série Le Lancet a reconnu que dans le domaine de la santé, un des fondements de notre leadership, c'était le fait que les Canadiens sont vraiment des citoyens engagés, des citoyens mondiaux. Donc, c'est ce qui fait que chaque jour, je suis très fière de me présenter au travail. We have so much to be proud of. That's great. Thank you, Evelyn. Peter. Nous sommes très fiers de vous. Eh bien, moi, ce sujet me passionne, peut-être pour les mêmes raisons que chacun d'entre vous. D'ailleurs, j'ai été vraiment émue en apprenant le travail que vous avez effectué partout dans le monde. Je me souviens qu'il y avait 2 adolescentes qui se trouvaient en Inde, que j'ai rencontrées personnellement, qui voulaient devenir enseignantes. Elles voulaient se spécialiser dans les maladies tropicales. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque je me suis rendu compte que nous devions discuter avec certaines patientes. Une Haïtienne est venue me voir. D'ailleurs, on l'avait trouvée dans une église. Elle était perclue de crise. Elle était extrêmement malade. Elle était enceinte. Et je me souviens aussi d'une autre femme, une Népalaise qui était enceinte de 6 mois et dont on craignait qu'elle ne pourrait donner naissance à son bébé. J'étais au Niger il y a quelques années, dans le territoire de Boko Haram, et je suis allée visiter un camp pour les réfugiés. J'ai vu plusieurs femmes avec des enfants qui voulaient s'approcher de moi, mais les policiers les faisaient reculer à l'aide de bâtons. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cas semblables et que ce n'était pas juste. En fait, la situation semble s'améliorer, mais il n'y a aucun pays dans lequel nous travaillons où la situation est parfaite. Et d'ailleurs, ces conditions sont inacceptables. Nous avons tellement de travail à faire. Nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers. Merci beaucoup. Je vais commencer à vous poser des questions parce que
Nous allons revenir en arrière. Souvenez-vous, nous sommes en train de piloter un hélicoptère. Vous avez publié un article dans le Lancet, qui est un journal médical mondial sur la santé mondiale des femmes. Vous avez offert des présentations à ce sujet et je suis convaincue que vous aimeriez nous en parler. J'aime bien ne pas suivre les règles, donc je vais m'avancer au podium. Oui, nous avons lancé la première série en février, 2 sur le système qui existe au Canada, qui a été rédigé par une équipe dirigée par Daniel Martin, et un autre document sur la santé au Canada. C'est le Lancet qui nous a demandé de rédiger ces articles. Nous nous félicitions, mais je crois que nous devions aller plus loin. Donc, nous avons dû réfléchir à ce que nous faisions, à nous regarder avec un œil critique pour savoir les raisons pour lesquelles les contributions du Canada étaient typiquement canadiennes. Évidemment, ces articles ont été rédigés en 6 mois. Nous n'avions droit qu'à un certain nombre de mots. Je vous résume donc ce qui s'est passé. Donc, nous en sommes venus à la conclusion que ce que nous avons réalisé est imprégné dans l'histoire de notre pays, avec ces grands arpents de neige et dans cette façon de bâtir notre pays, l'équité en matière de santé a fait en sorte qu'elle faisait maintenant partie de notre ADN. On en parle ici et tout ceci se reflète lors de nos actions à l'étranger. Nous continuons d'être une société où se côtoient 2 peuples, de même que des autochtones, et nous ne nous sommes pas encore penchés sur le problème de la colonisation des premiers pionniers qui étaient ici. N'oublions pas d'ajouter que nous avons influencé les femmes à se prendre en main. Il est évident que dans notre article, très souvent, on s'allie avec des pays qui pensent comme nous. Nous travaillons avec des intervenants multilatéraux qui sont au centre de notre travail. Notre historique de leadership en matière de santé mondiale comporte plusieurs facettes. Il est évident que plusieurs découvertes scientifiques se sont poursuivies le long des siècles. Nous avons mis sur pied des sciences biomédicales et des programmes de recherche qui dépassent nos frontières. N'oublions pas la découverte de l'insuline il n'y a pas si longtemps et la découverte de d'autres vaccins. Ce sont des étapes que nous avons franchies et dont nous devrons être fiers. Mais notre mission était de définir l'essence du leadership canadien au niveau de la santé mondiale. Nous étions donc à la tête de plusieurs initiatives en matière de gouvernance dont vous pouvez lire les noms sur la diapositive, et c'est la raison pour laquelle nous voulions partager nos aspirations et nos objectifs tout en reflétant les objectifs de notre pays. Peut-être aujourd'hui et demain, nous allons discuter de l'initiative de Muskoka, de même que de bien d'autres. Alors, voici nos ressources. Nous avons
des aspirations, de valeurs. Que nous mettons de pair avec les ressources pour ce qui est de l'aide au développement. Alors, on nous donnerait probablement une bonne note et on nous dirait qu'on pourrait faire mieux et nous allons y parvenir. Pour ce qui est de l'aide au développement, nous faisons mieux. Les chiffres sont impressionnants. Alors, nous sommes derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, nous avons lieu d'être fiers. Et donc, nous canalisons notre aide de façon intéressante par le biais de canaux internationaux. Mais il y a une fragmentation dans notre travail. C'est ce que nous avons décelé lorsqu'il s'agit de distribuer les ressources pour pouvoir promouvoir des initiatives. Et donc, pour clore mes 5 minutes, j'aimerais vous présenter ces recommandations. Premièrement, nous devons tirer des leçons de notre histoire de diversité, construction, édification d'une nation. Nous sommes bien sûr en proie à des luttes que nous devons mener, mais nous avons une force. Deuxièmement, nous devons songer à la réconciliation véritable et nous demandons la mise en œuvre des 94 recommandations. Et ce n'est pas négociable. Troisièmement, nous ne voulons pas d'un ordre du jour qui mette d'abord le Canada. Alors, mais ça ne nous permet pas d'accomplir ce que nous voulons faire. Et donc, il faut un lien entre les intérêts nationaux et notre présence dans le monde. Quatrièmement, nous devons avoir une stratégie mondiale. Je sais que Peter a mentionné cet appel à une stratégie mondiale de 2011. Et donc, nous devons suivre cette recommandation. Et pour finir, eh bien, les mots ne suffisent pas. Nous avons entendu beaucoup de belles paroles, récemment notamment. Mais par contre, notre manque de générosité, eh bien, n'est pas à l'image des paroles, de nos paroles. Donc, nous devons avoir avoir une présence canadienne dans le monde et nous devons bien sûr prêcher par l'exemple plutôt que par les belles paroles. Donc, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire. J'ai hâte de bénéficier de l'expérience de ce panel et je vous remercie de votre attention. Merci, Kelly. Alors, j'aime bien cette feuille de route ou ce bulletin, finalement, cette idée d'un bulletin. Et donc, ça nous permet de savoir si le Canada joue bien avec ses partenaires internationaux. Donc, j'aime bien cette idée. Alors, j'aimerais passer la parole à Peter. Peter, nous savons que nous sommes ici parce que il y a eu 2010, le gouvernement du Canada s'est engagé en matière de santé des nouveau-nés. On a eu Muskoka 1 et 2. Peter, pensons à ça. Parlons de la contribution canadienne dans le contexte. Que pensez-vous de Muskoka et du processus d'implication qui est lié à ça? Michael, j'aimerais parler du processus d'abord. Je crois que le processus qui fait en sorte que nous nous intéressons à la santé des femmes, des enfants, est essentiel parce que c'est une incarnation de la stratégie dont Kelly parlait. Je ne connais pas d'autres pays où des organismes travaillent de concert et travaillent ensemble. C'est vraiment spécifique au leadership dont on a parlé, leadership de CanWatch. Et donc, nous devons être fiers parce que c'est un processus très important. De même, je crois que la façon de la collectivité transige avec le gouvernement, Caroline, c'est très spécifique et spécial ce que vous faites. On peut le voir dans cette conférence également. Alors, on voit ça dans les décisions prises en 2010. Il est évident qu'il y a une bonne relation. Le processus est important. Donc, il est difficile pour moi
de voir comment on pourrait améliorer ce qui est déjà très bien dans vos relations. Mais d'un point de vue strictement personnel, eh bien, j'ai rencontré des gens exceptionnels, des gens dévoués. Et donc, ces gens-là font partie de ces organismes de société civile. Donc, ça a été vraiment très enrichissant. Pour ce qui est des résultats, j'aurais une réponse beaucoup plus nuancée. Vous avez posé des questions au sujet du processus et vous avez parlé de Muskoka. Eh bien, je crois que les résultats que vous obtenez dans cette salle sont fantastiques. Mais pour ce qui est des résultats, eh bien, nous nous cachons finalement. Au cours des derniers jours, j'ai été avec quelques collègues, j'ai été retracer les documents pour trouver la meilleure façon d'exprimer les résultats de Muskoka. Et donc, ce n'est pas facile de trouver une expression publique des résultats. La meilleure a été probablement le rapport d'Affaires mondiales Canada de 2016-2017. En passant, ça se trouve dans les archives web quelque part. Ça fait partie des archives alors que c'est une étude quand même relativement récente. Et lorsqu'on lit cela, on se rend compte que c'est très, très bon. Je vous décris, il y a une page. Alors, il s'agit donc de développement en général, pas spécifiquement Muskoka. On peut voir donc l'argent qui a été dépensé. On peut voir la répartition des sommes, ce qui a été dépensé en Afrique, par exemple. On peut voir, par exemple, les résultats sur l'égalité des genres et on peut voir des résultats par organisme et multilatéral. Par exemple, on voit que les partenaires les partenaires en éducation ont procédé à l'éducation de YZ pays. Donc, l'UNICEF est là également. On ne parle pas beaucoup des organismes non gouvernementaux, on parle surtout des organismes multilatéraux. On n'a pas beaucoup d'informations sur des résultats regroupés parce que, par exemple, on a dépensé 2 millions de dollars ou X millions de dollars pour X nombre de gens. Donc, il faut vraiment faire ça. Mais lorsqu'il s'agit de résultats hétérogènes, eh bien, il y avait une cible de 3 milliards de dollars pour la couverture des gens, pour les services d'urgence. Donc, ces résultats sont faciles à obtenir. Ce que GFF fait, c'est qu'on regarde par pays. Affaires mondiales a des rapports sur les différents pays. Donc, il faudrait pouvoir avoir un rapport équivalent à celui d'Affaires mondiales, un rapport qui serait soumis au Parlement, mais faire en sorte que ce soit beaucoup plus spécifique au sujet de Muskoka, politique sur les femmes, de façon à examiner les problèmes de façon plus mondiale. Et donc, cachons moins les choses. Et donc, ça serait vraiment incroyable. Et j'espère que vous allez pouvoir vous concentrer là-dessus au cours des 2 prochains jours. Nous y reviendrons. Alors, mais Michael, c'est tout ce qui compte, vous savez, les histoires au sujet des gens qui ont été touchés. J'ai beaucoup aimé vos histoires, elles sont très, très puissantes. Alors, je vais passer la parole à Caroline dans quelques minutes, mais entre-temps, pensez à des questions que vous voudriez poser. Nous aurons probablement l'occasion de vous donner la chance de poser 1 ou 2 questions. Caroline, le Canada est reconnu dans le monde pour l'initiative de Muskoka et maintenant pour son leadership pour ce qui est du Feminist International Assistance Policy. Parlez-nous des nouveaux développements à Affaires mondiales. Faites-le comme vous voulez, mais essayez de nous montrer d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. Merci, Michael. Pour ce qui est de Muskoka, eh bien, en ce qui me concerne, c'est une histoire de leadership qui se divise en 3 segments. La première est l'influence. Deuxièmement, il s'agit de mettre ensemble les pièces du casse-tête pour être fructueux. Et troisièmement, il s'agit de résultats. Pour ce qui est du premier secteur, je crois que Lancet a fait un excellent travail, a mis de l'avant notre leadership et
Ce qu'il nous faut faire ressortir davantage, et Peter en a parlé, c'est notre leadership par le biais le leadership des organismes canadiens. Ça émerge, ce leadership émerge de plus en plus. Et nous avons vu beaucoup plus d'implications. Les organismes canadiens ont un lien avec les partenaires sur le terrain, font partie d'un système national, international, et donc font également partie d'un ensemble d'organismes tels que Nutrition internationale. Alors, nous, en tant que partenaires, avons une influence sur le monde. Le secrétaire parlementaire a fait référence à la conférence de l'année dernière, la première conférence de CanWatch. Et le Canada a fait en sorte que le monde reconnaisse l'importance d'autonomiser les adolescentes. Donc, nous avons fait preuve de leadership par le biais de nos partenaires. Pour ce qui est des différentes pièces que nous devons rassembler afin de réussir, eh bien, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a évidemment les politiques basées sur des données probantes. Il s'agit également d'argent. Et donc, pour ce qui est des politiques basées sur des données probantes, nous avons bien sûr une approche verticale des SDG qui sont intégrés, qui examinent les solutions globales. Donc, c'est le même esprit qui anime le Feminist International Policy. Donc, la politique est ancrée dans les SDG et donc on fait en sorte qu'on ne laisse personne pour compte. Donc, nous avons SDG 5. On parle de la légalité, l'autonomisation des femmes comme étant des solutions, des moyens d'atteindre des résultats intéressants un peu partout dans les SDG. Ce n'est pas exclusif. Il y a, on parle des femmes, des adolescents, des hommes. Donc, c'est une politique qui fait de l'activisme, ce qui se base sur les droits de la personne. Et il s'agit de s'attaquer aux normes et aux comportements. Eh bien, on examine la façon de faire en sorte que les femmes et les adolescents soient au cœur de l'action. Et donc, je suis surprise que Peter n'ait pas parlé d'innovation parce que c'est ce qu'on apprend de Muskoka 1 et des SDG. Eh bien, nous devons, pour arriver à 2030, faire mieux au plan du développement, trouver de meilleures solutions. Et lorsque nous avons travaillé avec Grand Challenges Canada, nous avons pu trouver des éléments intéressants. Et donc, je terminerai par ceci. Eh bien, trouver le financement. Et on peut faire ça en rassemblant les gens. Le Canada a fait cela pour le Fonds global, pour le Fonds mondial, et donc on a pu trouver des mécanismes de financement novateurs. Nous avons pu trouver une façon de trouver des financements. C'est ce qu'on a fait. Et donc, pour ce qui est des résultats maintenant, je suis d'accord avec Peter. Nous voyons les résultats après près de 10 ans d'investissement. Si vous allez sur Google, vous allez voir bien sûr les évaluations de Muskoka 1. Eh bien, les choses ne sont pas arrivées par hasard. Nous savions ce qu'il fallait régler. La première chose étant les données. Il fallait avoir de bonnes données au départ afin de définir la stratégie de programmation, faire en sorte de faire participer les organismes de femmes, meilleur cadre d'évaluation de la performance et
l'une des découvertes de Muskoka 1, c'est que nous devions régler le problème de lacunes. Donc, nous devions examiner les jeunes femmes, nous pencher sur les jeunes femmes, sur la santé sexuelle, de la reproduction. Et donc, ça fait partie de la politique de Feminist International. Et ce matin, le secrétaire parlementaire a parlé de l'investissement de 650 millions de dollars en la matière et de la nécessité de statistiques pour MNSCH. Donc, comme Kelly et Peter l'ont dit, j'ai hâte d'entendre les discussions les 2 prochains jours. Les organismes ont fait un travail incroyable dans l'organisation de cette conférence pour nous permettre de voir comment changer de paradigme, comment mieux apprendre les uns des autres, comment nous pouvons tout faire pour réussir pour 2020. Merci, Caroline. Il est encourageant de penser au progrès que nous avons fait et bien sûr d'être franc et de reconnaître les lacunes à combler. Nous avons fait des progrès pour ce qui est MSCH, mais l'une des choses dont nous allons parler au cours de la conférence est le fait qu'il faut de reconnaître qu'une vie épanouie, que le mode de vie sont des choses intéressantes, l'autonomisation. Alors, il y a des choses auxquelles nous devons penser. Et donc, peut-être que vous voudriez poser des questions aux panélistes. Nous avons le temps de vous permettre de poser 2 ou 3 questions aux panélistes. Si vous faites une intervention, eh bien, je vous dis ceci, ce n'est pas le moment de faire de grands discours, il faut être succinct. Et donc, nous allons prendre note et aller de l'avant. J'aimerais, bien sûr, nous avons entendu parler beaucoup du travail, de l'organisation dans cette salle. Alors, donc, pourquoi ne pas vous tourner vers votre voisin et serrer-lui la main et féliciter-le ou la? Félicitations, félicitations, félicitations. Beau travail, bien, très, très bien. Félicitations. Ah, je crois que nous faisons ça à l'église également, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires destinés aux panélistes? Bon? Vous aurez l'occasion de le faire plus tard. Alors, passons donc au prochain sujet pour poursuivre la conversation. L'un des secteurs qu'on a vu comme étant lacunier, Caroline l'a mentionné, est le besoin de se concentrer sur la santé des Autochtones. Nous avons vu que le gouvernement veut revoir les processus au niveau fédéral. J'aimerais savoir ce que vous pensez des répercussions sur les Autochtones, sur les Métis. Et je vais poser la question d'abord à Peter et ensuite je demanderai à Caroline de poursuivre. Merci. Je ne suis pas une experte en la matière, mais j'ai commencé à travailler avec les Autochtones et les populations autochtones et les collectivités et j'apprends beaucoup. Donc, nous connaissons les statistiques qui sont lamentables pour ce qui est de l'équité dans ces collectivités et le changement de ton du gouvernement, la restructuration des organismes, l'augmentation des ressources, tout ça, eh bien, c'est fait attendre, mais c'est bienvenu. Je crois que le Canada et d'autres sociétés commencent à comprendre et à se pencher sur notre histoire de colonisation et sur les populations marginalisées depuis des années. Donc, nous avons commencé à agir. Mes collègues autochtones me disent que la fenêtre est entrouverte et donc ça les encourage, mais ils ont déjà vu ça. Ils ont déjà joué dans ce film. Et donc, je crois qu'il faut être optimiste, mais il faut être prudent à cette étape-ci. Donc, nous devons prouver ce que nous disons. Nous devons tenir parole.
Donc, je crois que ce qui changerait la donne, et c'est ce que j'apprends dans le cadre de mon travail, il nous faut être intègre, il nous faut être authentique, et cela nécessite du temps, des efforts. Ce n'est pas toujours efficace. Ça ne fait pas partie du cycle politique. Il faudra du temps. Mais il faut écouter, il faut être humble. Il faut faire attention à toutes ces choses que nous devons apprendre, à mon sens. Et je crois que si nous nous engageons à faire cela, nous devons être de réels partenaires, inclure les collectivités autochtones. Il faut que ces collectivités soient des partenaires, comme qu'ils soient des Canadiens comme nous. Donc, mon université est au centre de Kinder Morgan, et donc je crois que c'est un moment important et nous avons là l'occasion de penser à nos intérêts nationaux. Quels sont-ils? Chaque fois que ça coûte quelque chose, eh bien, on balance l'idée du consentement des Autochtones. Donc, ce n'est pas parce que je suis sur la montagne Burnaby que je pense que tout le pays doit y penser. Nous vivons des temps difficiles. Non, nous progressons. Nous sommes en train d'édifier notre nation. Donc, tout ça, c'est intéressant. Ça nous permet, ça nous donne l'occasion de prouver que nous sommes réellement sincères dans notre engagement. Peter, qu'en pensez-vous? Santé des Autochtones. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui ne pense pas que le Canada avec les Autochtones est la plus grande honte et la plus grande tâche dans l'histoire du Canada? Commençons par ça. Et levez la tête si vous pensez que ce n'est pas vrai. Alors, c'est vraiment là qu'il faut faire preuve d'humilité, comme Karen l'a dit. Deuxièmement, je crois qu'il y a un lien spécial entre cette histoire de honte et la santé des femmes et des enfants. Parce que ce que les pensionnats faisaient, c'est qu'ils coupaient les liens entre les parents et leurs enfants. Et donc, quand on y songe, toutes les études que nous avons sur les enfants, sur le développement des enfants, si vous étiez un savant méchant et que votre but était de vous assurer qu'une génération de personnes demeurait pauvres, aurait des problèmes de santé mentale liés à la dépendance à l'alcool, eh bien, c'est ce que vous feriez. Donc, nous avons une responsabilité à assumer. Troisièmement, nous avons eu 2 ou 3 rapports, celui de 2001 dont Karen a parlé, il y a l'autre rapport dont Kelly a parlé, donc, qui nous disent que la santé des Autochtones est vraiment le point, la santé des Autochtones fait partie de la santé mondiale. On ne peut pas les séparer. Et nous avons un travail colossal à faire en matière de santé autochtone. Notre légitimité en dépend. Donc, quatrièmement, il est très frustrant parce que on nous dit d'agir, mais nous n'agissons pas. Alors ça, c'est frustrant. Et je crois qu'il y a une façon de le faire. Et donc, la Fondation qui travaille avec les Autochtones depuis quelques années est en train de préconiser l'innovation. Alors, les Autochtones aussi prennent les mesures novatrices pour régler leurs problèmes. Et donc, il y a le prélancement d'une initiative autochtone et Challenge Canada, c'est mené par les Autochtones, des leaders autochtones. Donc, nous avons lieu d'être optimistes. Et pour finir, j'aimerais dire ceci, et nous reviendrons à l'innovation un peu plus tard, lorsque nous parlons du budget de 2018. Il s'agit de faire appel à Affaires mondiales Canada. Pouvez-vous prendre ce que vous avez appris en matière d'innovation au cours des 10 dernières années, nous en parlerons au cours du budget 2018, parlez-en à vos amis autochtones et montrez-leur comment
ça a permis d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques en permettant aux gens d'innover et de régler leurs propres problèmes. Dans le cas du développement, c'est là qu'on devient des innovateurs. Pour ce qui est des autochtones, bon, il y a bien sûr le Centre d'innovation autochtone qui est mené par des leaders autochtones. Nous pouvons agir concrètement. Il y a une leçon à tirer. Il y a une leçon, oui. Ce sont deux secteurs de développement. Il y a beaucoup d'argent à Affaires mondiales Canada pour le développement mondial, mais il y a aussi beaucoup d'argent pour les autochtones. Mais nous avons une responsabilité. Il nous incombe de faire en sorte que les fonds nous permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Je vais vous interrompre parce que je veux m'assurer qu'on ait du temps. Je vais faire une proposition très spécifique. Et donc, on peut tirer des leçons et donc faire en sorte que les Autochtones se sentent inclus. Caroline, je ne vous demande pas de répondre à Peter, mais est-ce que vous avez des commentaires à faire? Oui. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne en tant que fonctionnel, j'ai senti qu'un poids m'était enlevé de mes épaules lorsque le Canada a endossé la Déclaration pour les droits. Et je ne m'attendais pas à ce que le Premier ministre fasse le discours qu'il a fait. Et ça a été un moment crucial. Il a donné le ton. J'étais à une rencontre avec le ministre Bibeau, avec le chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Nous voulions voir comment nous pourrions travailler ensemble au développement international, alors faire en sorte que les différentes collectivités participent. Et ce qui en est ressorti, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est que les chefs ont pensé qu'il y avait tellement de travail à faire au Canada même. Et donc, je n'ai même pas eu le temps de penser à la façon de tisser des liens internationaux. Donc, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que les SDG, en mettant en œuvre le développement systémique au Canada, et donc, les SDG vont faciliter l'interaction entre les besoins locaux, nationaux et les besoins internationaux. Et donc, de toute évidence, la famille fédérale a un rôle à jouer et nous pouvons, en tant qu'Affaires mondiales, voir comment nous pouvons faciliter cette interaction. Mais vous, collègues canadiens, organismes, secteur privé, vous avez toute l'expertise et vous pouvez échanger avec nous. Vous pouvez échanger avec les organismes autochtones de façon à permettre le renforcement des capacités, de façon à permettre ces liens. Merci. Nous pourrions parler de ce sujet sans fin. Je vais passer à autre chose, mais si ça vous frustre, eh bien, j'essaie de faire mon travail. Alors, pensez aux questions que vous voudriez poser. Alors, j'aimerais avoir des réponses très rapides au sujet de la participation des Canadiens. Nous avons vu la vidéo, les Canadiens en tête. Parlons de la participation des Canadiens. Nous avons dit que c'était important, mais c'est difficile. Alors, nous avons appris par les sondages que les femmes et les enfants arrivent après le changement climatique, les problèmes économiques, etc., en termes de priorité pour les Canadiens. 8% seulement des Canadiens pensent que la santé et le bien-être des femmes et des enfants dans les différents pays pensent que c'est une bonne chose et c'est une baisse de 2%. En même temps, 6 Canadiens sur 10 pensent qu'ils sont fiers du rôle que jouent les Canadiens. Nous l'avons vu lors de la présentation de Cali. Et donc, c'est une augmentation par rapport aux 2 dernières années. Donc, je retiens ceci. Les Canadiens s'intéressent à la question, mais nous devons faire en sorte de sortir de notre cachette. Et donc, j'aimerais poser la question rapidement au panel. Je vais commencer par vous, Karen. Comment est-ce qu'on peut communiquer mieux avec les Canadiens? Merci.
Merci de me poser une question piège et très difficile. Ah, je ne vais pas répondre rapidement, mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Je fonde beaucoup d'espoir en la campagne. Je crois que ça va être une expérience excellente. La façon dont les choses sont établies, la façon dont nous allons mesurer les impacts, nous allons pouvoir tirer beaucoup. Nous n'avons pas été très efficaces dans l'évaluation des matrices. Donc, c'est une partie de l'équation. Deuxièmement, je crois que nous devons nous pencher sur la question de la langue. Nous avons parlé du changement climatique. Les Canadiens comprennent les émissions de gaz à effet de serre, comprennent les problèmes écologiques. Et donc, si je parle à mes enfants, ils ne parlent pas de planification familiale. Ils ne planifient pas. Ils savent ce qu'est la contraception, mais ils ne connaissent pas la notion de planification familiale. Donc, pour ce qui est de la langue que nous parlons, cette langue, cette façon de communiquer doit changer. Nous devons... Et je reviens au résultat, nous devons améliorer notre performance en ce qui a trait à la communication des résultats. Je sais que nous voulons avoir un credo convaincant et dire comment nous sommes passés de A à Z. Mais les gens veulent qu'on leur raconte des histoires. Lorsque je songe aux résultats, je les vois comme étant des petites étoiles dans le ciel. Et lorsqu'on prend un peu de recul, eh bien, il va falloir relier les différentes étoiles pour voir une constellation. Donc, c'est le regroupement des données. On veut voir la constellation, on veut voir l'univers. Et quelquefois, il faut faire ça. Mais quelquefois, il faut également examiner les étoiles. Et j'aimerais que nous parlions de ces histoires, cette femme que vous avez rencontrée, cet enfant que j'ai vu. Nous devons parler de ces histoires de façon plus fréquente et faire en sorte que les gens se sentent concernés. C'est formidable. Alors, il faut dresser le lien entre les statistiques et l'impact et lier cela aux histoires personnelles. Quelle est... Bon, vous connaissez très bien la santé mondiale. Qu'avez-vous comme conseil? Quand on parle de communiquer avec les Canadiens, je tiens à rappeler aux Canadiens que nous sommes le 10e pays le plus mondialisé au monde. Alors, cela signifie que nous sommes très intégrés. Alors, j'aimerais croire que... J'ose croire que les Canadiens le comprennent. La plupart d'entre nous ne sommes pas autochtones. Nous sommes arrivés d'ailleurs. Et je crois que de rappeler aux gens que s'il y a un monde qui se définit par les inégalités, par une mauvaise santé, par des inégalités, on ne peut pas s'isoler de cette réalité. J'essaie de l'enseigner aux étudiants. Je crois que la plupart des Canadiens le comprennent très bien. Alors, je crois qu'on peut reformuler cette question et qu'il ne s'agisse pas d'une question en noir, en blanc, qu'on peut avoir les deux. On peut appuyer des bons résultats en matière de santé ici, mais aussi ailleurs. Je vous pose une question quant au budget, mais est-ce que vous avez... Oui, oui, je m'alignais avec ce qu'a dit Caroline. Nous, on appelle ça la stratégie de la boîte de chocolat, puisque tout le monde aime une saveur en particulier dans la boîte de chocolat. Alors, quand on a la meilleure couverture domestique, nous, c'est notre programme STARS, et c'est-à-dire on publie des histoires d'innovateurs canadiens qui font de choses merveilleuses. Et à Saskatoon, elle publie l'innovateur de Saskatoon. Le Chronicle Herald d'Halifax publie l'histoire de l'innovateur d'Halifax. Alors, Chicoutimi, même chose. Alors, je voudrais renchérir sur ce que Caroline a dit. C'est très bien. Il faut passer de l'imputabilité à l'engagement du public. Si on passe de nombres plus vastes à cette approche au boîte de chocolat que vous semblez entériner. Oui. Oui, c'était pas mal. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non? Non, non.
It was snappy. Short, I don't know. Anyway, Alors, il faut faire notre part pour essayer de réduire l'écart de proximité, essayer d'établir des liens quand les Canadiens se sentent liés en tant que père, en tant que mère, il y a ces relations humaines et qu'on voit ce qui se passe à l'échelle mondiale, les gens vont le ressentir. Bon, j'ai une question pour le budget et ensuite on peut avoir une période de questions. Il nous reste environ 15 minutes et on peut entendre des questions commentaires de la part des gens de la salle. Si vous pensez à votre question et alors que vous vous présentez au micro, parlons du budget 2018. Il y a eu des choses très intéressantes, 2 milliards de dollars de plus sur une période de 5 ans. On a rajouté des fonds pour l'aide au développement à l'échelle internationale et l'aide humanitaire. De notre point de vue, ça nous a fait plaisir. C'est un pas sur la bonne voie. Et aussi, on s'est concentré sur les gens les plus vulnérables, les plus fragiles. C'est très important aussi. Peter, que pensez-vous par rapport au budget 2018? Je crois que le budget 2018 fut d'une grande importance. Pour moi, cela a institutionnalisé l'innovation comme faisant partie de la stratégie de développement de base du Canada. Nous avons beaucoup de travail avec l'IRDC et vous avez mentionné le travail qui s'est fait. Ça n'a jamais été entériné. C'était de façon assez aléatoire. Ici, on a de l'argent sur une période de 5 ans pour le programme d'aide à l'innovation, aussi le programme de prêt. Il s'agit d'innovation, de pouvoir offrir différents modèles de financement mixtes et l'innovation fera alors partie de la stratégie de développement du Canada. Je crois que c'est très important dans le contexte des objectifs du développement durable. On ne va pas y arriver en faisant les mêmes choses. On va y arriver uniquement en ayant un mélange intelligent, de faire des choses différemment. Ça s'appelle l'innovation et d'être en mesure de propager ces programmes. Et c'est très important pour le Canada. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays qui a fait cela aussi clairement. Le Canada a été le premier pays à préconiser l'innovation de cette façon. Le premier pays vraiment à institutionnaliser peut-être le laboratoire de développement mondial. On fait partie d'un groupe de pays qui envoie un message clair qu'on va faire les choses différemment pour avoir des résultats. C'est de l'innovation avec un impact. Cela nous démarque et ça me dit aussi que l'innovation maintenant est institutionnalisée. Ça fait partie du développement international. Je ne crois pas qu'on peut prendre cela pour acquis. On ne fait pas, en tout cas. C'est bien d'avoir de l'argent, mais pour moi, le message très ciblé, c'est ce qui est encore plus important. Je tiens à féliciter les gens dans la salle qui ont atteint ce résultat avec le travail que vous avez fait. Et pour en revenir à mon premier point, cette relation entre tout le monde dans la salle et les collègues à Affaires mondiales Canada, je crois que c'est ce qui a mené à ce résultat pour notre pays et pour les gens autour du monde. Oui, tous nos panélistes pourraient le dire, mais j'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du budget, du contexte pour la santé mondiale, les possibilités, même au-delà de 2020. Alors, je vous invite à vous présenter au micro. Alors, présentez-vous et ensuite, quelques commentaires. Stan Slotkin, Center for Global Child Health. Stan, je travaille au Hospital for Sick Children. J'aurais un commentaire par rapport à l'engagement du public. Vous avez raconté des anecdotes et c'est merveilleux. Vendredi dernier, j'étais un conférencier invité à l'Institut des affaires des idées mondiales, Global Affairs Ideas Institute. Il y a 200 étudiants dans la pièce qui ont tellement d'enthousiasme pour le travail qu'ils font autour de la santé mondiale. Le projet pour septembre jusqu'à maintenant, ils ont travaillé sur des solutions novatrices au Canada pour l'insécurité alimentaire. Alors, une des choses sur lesquelles on peut se concentrer en fait de l'engagement, c'est de faire participer les jeunes du Canada. La deuxième chose, contrairement aux États-Unis, où ils prennent des immigrants, ils mettent tout le monde dans un ramassis pour en faire des Américains, ici, c'est une mosaïque. On encourage les gens de conserver le lien avec leur pays d'origine. Je crois que si on se concentre sur les particuliers dans la mosaïque et on se concentre sur leur pays d'origine et les difficultés qu'ils vivent, je crois que ça pourrait nous aider avec l'engagement public.
Alors, et que ça rajoute à la mosaïque. Oui? Autre commentaire? Je travaille à l'Université York. Nous avons beaucoup parlé des données, des réussites, de l'impact. Ma question est la suivante. Comment mesurer la réussite si on travaille dans nos communautés? C'est le langage du succès est différent de ce qu'on mesure. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire, le langage de la réussite, là? Eh bien, j'ai discuté avec un ami au Nigeria et il m'a dit que l'école n'avait pas de toilette. Alors, il y avait un programme financé par l'OMS et ils ont créé une toilette. Mais la toilette n'a pas été utilisée pendant plusieurs années. Ça veut dire que la communauté n'a pas été consultée et ce n'était pas important. Alors, à l'avant, il faut comprendre le langage des gens. Commentaire? Bonjour. Je suis obstétricienne, gynécologue de Vancouver. Ma passion, c'est d'accroître la capacité, la formation chirurgicale. Je voudrais faire un commentaire quant à l'interface entre la santé autochtone et la santé mondiale. Je crois qu'il est essentiel pour nous de nous pencher là-dessus en tant que Canadiens. Récemment, j'ai été coprésidente d'une réunion pour la santé rurale au Canada. C'était avec une chirurgienne autochtone au Canada. On se rend compte que notre formation est exactement la même formation qu'on utilise en Tanzanie. Alors, moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on puisse bâtir autour de cette interface. J'aimerais qu'on fasse appel à notre plein potentiel. J'aimerais que les gens en parlent davantage. Merci. Merci. Alors, on va commencer avec la dernière question. Kelly, qu'en pensez-vous? Je crois que c'est une excellente suggestion et je crois que c'est là où Peter voulait en venir quand il parlait des deux départements et comment les unir. Nadine est formidable. Aussi, j'ai d'excellents collègues tels que Jeff Redding et Evan Adams. Et ils reconnaissent le besoin d'accroître la capacité au sein des collectivités. Et il y a ce dit-on, rien sur nous sans nous. Alors, tout ce qu'on peut faire en tant que communauté pour appuyer la santé des Autochtones, c'est très facile, c'est essentiel. On peut apporter des éléments communs, des leçons apprises et dans d'autres domaines où il y a des contraintes. Je crois que la santé mondiale, c'est quelque chose qui est très différent. La communauté est très diversifiée, le nombre de langues, la diversité des besoins. Alors, on ne peut pas parler de santé autochtone de façon homogène, mais je crois que vous avez raison. Nous avons une excellente possibilité d'en tirer des leçons. Excellente suggestion. Johannes a posé une question quant au langage de la réussite. Je crois que ça porte sur l'engagement avec les communautés pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'échelle internationale. Caroline, de votre perspective, avez-vous des idées à savoir comment on peut s'assurer que quand on travaille avec les collectivités, pour suggérer des interventions, qu'on réagit aux besoins? Qu'on réagit aux besoins et aux attentes. Oui? Je dois vous dire, quand Stan a parlé de jeunes, j'ai commencé à réfléchir. Oui, je vais y revenir. Mais je crois que le monsieur qui a posé la question l'a en fait répondu. Il a répondu à sa propre question parce qu'il a souligné l'importance de travailler avec la communauté et de comprendre les besoins. Alors, ça, c'est l'un des résultats d'une de nos évaluations, c'est-à-dire d'avoir l'information et les données en début de ligne au terme de comprendre de quoi il s'agit.
Et pas uniquement le besoin d'avoir une toilette ou des latrines. Il y a des normes sociales et il faut voir le contexte qui entoure le tout. Alors, ça, c'est les différentes couches du problème. Quand j'étais au Kenya, je crois que j'étais avec Steve il y a quelques semaines. On parlait des adolescentes ou des grossesses chez les adolescentes. Alors, on entend souvent parler de, bon, qu'est-ce qu'on fait, la contraception, mais on a fait des recherches et on a découvert que le problème, c'est qu'ils échangeaient les relations sexuelles pour un livre à l'école. Alors, notre approche traditionnelle n'aurait pas fonctionné. Il faut leur donner des bicyclettes pour se rendre à l'école. Alors, il y a quelque chose qu'on doit faire, et c'est d'avoir de la recherche intégrée au projet, d'avoir de la recherche en début de ligne, d'avoir une mise en contexte. Et cela vous fournit une base pour faire la surveillance et les résultats et de vérifier régulièrement pour voir si on arrive aux résultats. Vous pouvez poser votre question ou faire votre commentaire plus tard. Oui, puis-je avoir le micro? Oui. Oui, vous êtes très enthousiaste. Oui, moi, j'aimerais être jeune, en fait, mais je ne suis pas. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Stan, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il y a un potentiel inouï si on arrive à faire participer les jeunes. Je crois que Statistique Canada, bon, si je regarde la perspective de fonctionnaires, je crois qu'il faut trouver des moyens innovateurs de faire participer les jeunes. Mais ils ont fait une étude des jeunes de 15 à 35 ans. Alors, ben oui, mais parlez en votre nom, là. Ben, je faisais presque partie du groupe, mais pour les gens qui avaient de 19 à 25 ans, cette cohorte sont éduqués, sont engagés et ils ont beaucoup de liens et ils partagent des défis que les pays, les jeunes en pays de voie de développement ont. Ils ont des difficultés de santé mentale, ils ont des difficultés à obtenir un emploi sécurisé. Ils se sentent parfois laissés pour compte. Alors, si on peut susciter un mouvement, pas un truc traditionnel, là. Est-ce que vous voulez venir, avoir une discussion? Voulez-vous faire un don? Voulez-vous participer à un stage ou être bénévole? Ça va. Mais comment créer un mouvement où ils sont vraiment en train d'établir des liens avec les pays en voie de développement? Je crois que ça existe et ça doit être possible de le faire. Ce qu'on essaie de faire de la façon très technocratique, le premier ministre, le ministre des Jeunes, il ne fait pas partie de la cohorte non plus, je dois le signaler. Mais en janvier, il a lancé une initiative avec les jeunes et cela aura une composante internationale. Alors, il faut chercher à en bénéficier. Avec la campagne CanWatch, il faut voir si on peut avoir un lien avec l'engagement de par cette initiative et on peut en discuter en plus grand détail plus tard. Peter, il vous reste 1 minute et demie si vous avez quelque chose à rajouter. 1 minute et demie, oui, et je crois que cela va de pair avec ce mosaïque culturel. Il y a bien sûr toute une tapisserie de jeunes au Canada. Comment peut-on passer de l'engagement à l'action? Comment peut-on canaliser cette énergie? C'est tellement évident. Par exemple, si on regarde le mouvement anti-armes à feu aux États-Unis, comment canaliser cette énergie d'engagement afin de passer à l'action? Les jeunes sont naturellement enclins à l'innovation. Alors, il faut canaliser
leurs talents, dire, bon, voici un problème qu'il faut résoudre, trouver une façon de les appuyer. Alors, moi, je dirais qu'il faut passer de l'engagement des jeunes, ça c'est très important, à de l'action concrète. Et voilà, c'est là où beaucoup d'organisations qui font participer les jeunes ratent le coche. Comment canaliser cela? Comment arriver à des résultats? Parce que c'est là où se retrouve la capacité. À l'OMS, bon, il y a des réformes sous le directeur général, mais ce sont les jeunes au sein de l'organisation qui sont en train de redonner vie avec une stratégie d'innovation. Alors, encore une fois, j'ai appris qu'il y a une relation naturelle et le défi est là. Comment aller au-delà de parler de l'innovation, de faire engager les jeunes et de canaliser cette énergie afin d'avoir de véritables résultats. Merci. Excellent. Excellente question. Alors, on n'a pas pu regarder l'avenir. À quoi ça ressemble au-delà de 2020? Qu'est-ce passe-t-il? On s'oriente où? Alors, ce sont des questions que vous aurez à répondre cette semaine et vous pourrez nous aider. Alors, on va quitter l'estrade. La conférence va se poursuivre. On va remercier les membres du panel